Débutons avec cette vidéo, le thème 3 du programme de géographie de seconde, des mobilités généralisées. Commençons par observer cette photographie. Elle a la particularité de nous montrer deux catégories de personnes qui représentent deux types de mobilités différents. Dans le monde, les mobilités, c'est-à-dire l'ensemble des déplacements humains, sont très variées. On distingue les migrations des mobilités touristiques. Avant de nous intéresser à ces mobilités humaines, intéressons-nous tout d'abord à un point de vocabulaire. Un migrant est à la fois un émigrant et un immigrant, en fonction du point de vue dans lequel on se place. Dans le cadre de la mondialisation, les mobilités augmentent. Elles sont facilitées d'un point de vue technique, avec les transports, les communications, et d'un point de vue politique, avec l'ouverture des frontières. La question à laquelle nous allons chercher à répondre est comment les mobilités internationales impactent-elles les territoires ? Dans cette vidéo, nous allons traiter pour commencer des migrations internationales. On constate dans le monde qu'il y a des flux en augmentation à toutes les échelles. Les migrations internationales sont en forte augmentation dans le contexte de la mondialisation, c'est-à-dire du processus de mise en relation et d'interdépendance croissante des différents territoires et sociétés du monde. Le nombre de migrants internationaux est passé de 100 millions à 260 millions entre 1975 et 2017. Actuellement, 3,5% de la population mondiale vit dans un autre État que son pays d'origine, ce qui n'est en soi pas un chiffre énorme. Alors, quelles sont les principales régions d'arrivée des migrants ? Il s'agit principalement des pays les plus riches et les plus développés, de l'Amérique du Nord, de l'Europe de l'Ouest, des pays du Golfe, comme par exemple Dubaï, qui attire des migrants d'Afrique et d'Asie du Sud. Quels sont par ailleurs les foyers d'origine des migrants internationaux ? Ceux-ci proviennent principalement d'Asie, à hauteur de 60%, d'Afrique, à hauteur de 16%, et d'Europe de l'Est, à hauteur de 10%. Alors qu'en est-il des flux à l'échelle mondiale ? Eh bien, les principaux flux de migrants sont des flux sud-nord, avec une double logique de proximité et de recherche d'un meilleur cadre de vie. Ainsi, nombreux sont les migrants qui se rendent de l'Amérique latine vers l'Amérique du Nord, de l'Afrique vers l'Europe, ou de l'Asie du Sud vers le Moyen-Orient et l'Europe ou l'Amérique du Nord. Ce sont principalement des flux de travailleurs peu qualifiés. Cependant, à l'échelle intracontinentale, c'est-à-dire à l'intérieur des continents, qu'en est-il ? Eh bien, les migrations sud-sud sont aussi très importantes, surtout à l'intérieur des continents peu développés, comme par exemple les migrations intra-africaines. D'autant que beaucoup de pays du Sud sont aussi des pays de transit vers des pays du Nord. En revanche, les migrations nord-nord et les migrations nord-sud sont moins importantes, excepté pour les migrations d'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest. Abordons maintenant la question des facteurs de migration. Les migrations internationales peuvent être motivées par de nombreux facteurs. Les migrations de travail sont généralement motivées par la recherche d'une vie meilleure. Elles sont surtout le fait de travailleurs peu qualifiés qui se dirigent vers un pays plus riche que le leur. La plupart du temps, elles sont clandestines. Lorsqu'elles sont autorisées par le pays d'accueil, elles donnent souvent naissance à des migrations familiales, c'est-à-dire que la famille d'un migrant, qui est souvent le père, le rejoint. Il existe aussi des migrations de travailleurs qualifiés, que l'on nomme le brain drain, et des migrations étudiantes. Les travailleurs qualifiés quittent leur pays d'origine pour faire valoir leurs compétences dans un pays où elles seront davantage rémunérées. On peut y associer les migrations étudiantes, facilitées en Europe par le programme Erasmus. En 2020, on comptait 5,3 millions d'étudiants mobiles. Parlons maintenant des migrations pour raisons politiques. Les migrants fuient dans ce cas les persécutions, les dictatures ou les guerres. Il existe aussi des migrations environnementales. Elles sont liées à la fuite de catastrophes ou de dangers naturels. Les migrations politiques et environnementales peuvent permettre d'accorder aux migrants le statut de réfugiés. C'est le cas des Syriens fuyant la guerre et la répression. Les réfugiés s'installent d'abord dans les pays limitrophes, avec pour espoir le retour chez eux. La Banque mondiale estime que d'ici 2050, le changement climatique
poussera environ 143 millions de personnes à migrer. Parfois, les raisons poussant au départ sont telles que les migrants sont prêts à prendre des risques importants. De 2014 à 2020, près de 20 000 migrants, principalement d'origine africaine, sont morts en tentant de traverser la Méditerranée pour gagner l'Europe. Abordons maintenant la troisième et dernière partie, les effets géographiques des migrations internationales. Commençons par s'intéresser à ces effets dans les pays de départ. Dans les pays de départ, l'émigration d'une partie de la jeunesse, parfois qualifiée, représente une perte démographique, mais aussi une perte économique. C'est ce que l'on nomme le brain drain, c'est-à-dire l'émigration de jeunes personnes qualifiées quittant leur pays d'origine. Ce phénomène nuit considérablement au développement local. Toutefois, les pays de départ négocient de plus en plus avec les pays d'accueil pour favoriser le retour de leurs jeunes diplômés. Dans ce cas, on parle de brain gain. Les émigrés pratiquent souvent la remise, c'est-à-dire qu'une fois installés, ils émettent des flux financiers vers leur pays d'origine pour aider leur famille. 800 millions de personnes dans le monde bénéficient des remises, qui représentent en moyenne 60% de leurs revenus. Parlons maintenant des effets des migrations dans les pays de transit et d'arrivée. Dans les espaces d'arrivée, l'immigration provoque d'abord des réponses de la part des États concernés. Ces réponses sont doubles. D'un côté, les États doivent organiser l'arrivée des migrants légaux. Et dans le même temps, ils luttent contre l'immigration clandestine. Pour cela, ils installent des protections aux frontières, comme le mur entre la Serbie et la Hongrie, mettent en place la surveillance des points de passage, par l'agence Frontex en Méditerranée par exemple pour surveiller les frontières de l'espace Schengen, des camps de transit où sont parqués les étrangers en situation illégale avant d'être renvoyés dans leur pays d'origine. En fonction de l'opinion publique, les États acceptent plus ou moins de migrants légaux, ouvrent leurs frontières ou adoptent des politiques restrictives. Si la gestion de l'immigration représente de lourdes dépenses, elle offre cependant aussi aux pays d'accueil un apport en main-d'œuvre bon marché que les entreprises convoitent dans le bâtiment, l'agriculture saisonnière, le nettoyage, autant de métiers pénibles et mal payés que refusent souvent les natifs. Par ailleurs, cette émigration compense aussi le déficit naturel de certains pays, comme l'Allemagne, et paye des impôts. Enfin, l'immigration produit un changement démographique durable dans les pays de destination. À Toronto, au Canada, par exemple, 48% de la population est née à l'étranger. Les migrants s'installent souvent dans les grandes villes et s'y regroupent par quartier en fonction de leurs origines, comme par exemple dans le 13e arrondissement chinois à Paris ou les quartiers latins ou pakistanais à Toronto. Ainsi, les communautés immigrées forment des diasporas dans les pays d'accueil. Les diasporas sont des communautés de migrants, nombreuses et anciennes, qui gardent des liens étroits avec leur pays d'origine. Pour poursuivre sur ce sujet, rendez-vous sur mon classeur numérique d'histoire et géographie.com. Et un grand merci à Yann Bouvier pour le partage de son cours.